Bonjour à tous, on est aujourd'hui parti pour l'installation logicielle d'un NAS. Le NAS en question, vous le connaissez maintenant puisque c'est le NAS qu'on a configuré et installé ensemble. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, si vous les abordez directement sur l'aspect logiciel, je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil. Dans les vidéos précédentes, je vous explique comment on sélectionne le matériel pour construire un PCI-TX pour fabriquer un NAS. Vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre, mais ça vous donnera en tout cas les bonnes bases pour commencer. Dans cette machine, il y a des disques durs, j'explique aussi dans une vidéo dédiée comment je sélectionne les disques durs à mettre dedans, et puis évidemment j'explique comment on assemble tout ça pour avoir au final une machine fonctionnelle. Machine fonctionnelle qui tourne ici devant vous, et je m'apprête dans quelques minutes à la détruire cette machine, donc à la réinstaller complètement, pour vous expliquer, pour vous emmener avec moi dans l'installation logicielle de cette machine, que vous puissiez comprendre dans le détail comment on s'y prend pour installer un système d'exploitation de NAS. Ici, vous voyez TrueNAS Core, mais on ne s'arrêtera pas à TrueNAS Core, on verra d'autres systèmes de NAS. Et parce qu'on verra d'autres systèmes de NAS, j'ai fait des choix dans la manière d'installer mon NAS qui ne s'adapteront peut-être pas à tout le monde, donc vous verrez, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ces choix-là, et pourquoi vous devez faire ces mêmes choix, ou pourquoi vous devriez faire autrement en fonction de vos cas de figure. En tout cas, la première étape, c'est évidemment d'avoir un PC fonctionnel. Donc ici, moi, c'est mon NAS que j'ai assemblé. Ici, donc, on va installer TrueNAS Core, mais je vais pas installer directement TrueNAS Core sur ma machine. Moi, ce que je vais faire pour les besoins de mes vidéos qui sont assez spécifiques, et j'expliquerai dans le détail après pourquoi je le fais comme ça, je vais installer Proxmox. Proxmox, c'est une solution qui va me permettre de virtualiser ma machine et d'installer TrueNAS non pas directement sur le matériel tel quel, mais de l'installer dans une machine virtuelle. Et donc ça me permettra par la suite de vous passer en revue différentes solutions de NAS, sans avoir besoin constamment de tout reformater, de tout réinstaller. J'aurai des machines virtuelles et ce sera beaucoup plus souple pour moi. Maintenant, c'est pas forcément la solution que je vous recommande, même si je trouve qu'elle est très intéressante et très souple. Et si vous avez des besoins de serveurs et autres, et que vous avez plusieurs petits systèmes en fait que vous voulez déployer sur votre réseau, ça peut être hyper intéressant de partir sur Proxmox. Évidemment, vous, si vous n'êtes pas intéressé par Proxmox, je vous conseille quand même de regarder cette vidéo-ci, pour voir si la solution en elle-même a un intérêt ou pas pour vous. Et si vous n'êtes pas intéressé, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Donc ce sera une vidéo dédiée sur l'installation de TrueNAS. La seule différence qu'il va y avoir entre l'installation comme ça directement de TrueNAS sur cette machine ou l'installation via Proxmox, c'est la nécessité de cette clé USB. Moi je vais être dans un système virtualisé avec Proxmox, l'équivalent de la clé USB va être chargé dans Proxmox, et c'est une machine virtuelle qui va démarrer. Nous, quand on se retrouvera pour l'installation de TrueNAS, si vous voulez installer directement TrueNAS, vous aurez juste à mettre l'image ISO de TrueNAS sur la clé USB, et la mettre sur la machine, et le reste sera quasiment la même chose. Maintenant, si je pars sur cette solution Proxmox, c'est parce qu'elle a des avantages qui vont m'aider à faire ces vidéos. En particulier, Proxmox, qui est une solution de virtualisation, va me permettre, donc je vais installer Proxmox avec cette clé sur la machine, et Proxmox va me permettre de virtualiser TrueNAS. Ce qui fait que je pourrais mettre en veille la machine TrueNAS. On voit ici que j'ai Proxmox qui a TrueNAS qui est en train de tourner. Donc je pourrais mettre en veille TrueNAS, démarrer un autre système de NAS. On verra bien si ce sera OpenMediaVault, Unread ou autre. Et ça me permettra comme ça de vous faire des tests, de vous arrêter les machines, de vous en démarrer d'autres, sans avoir besoin sans cesse de reformater tout ce qu'il y a sur cette machine-là et de repartir de zéro à chaque fois. Donc moi ça va être super souple. Et on verra aussi d'autres avantages de passer par Proxmox. Mais si vous n'êtes pas intéressé par Proxmox à l'issue de cette vidéo, ce que je peux comprendre, on se retrouve directement dans la prochaine où je vous installerai TrueNAS. Et là on verra ensemble donc comment configurer TrueNAS, comment l'installer. Donc nous, sur cette vidéo-ci, on part sur l'installation de Proxmox. Proxmox est une solution open source et complètement gratuite. Alors vous avez un support payant, mais vous n'avez absolument pas besoin de débourser de l'argent pour utiliser ce support payant, sauf si vraiment vous en avez l'utilité. Donc c'est une solution donc complètement open source qui est, je pense, plus intéressant à utiliser. Mais vous avez des alternatives que vous retrouverez très fréquemment sur des forums ou des communautés en ligne. C'est la solution de VMware, qui est une solution non open source mais gratuite, en tout cas gratuite pour un usage non commercial, qui est VMware ESX ou ESXi, qui est une solution vraiment similaire à Proxmox, mais pour moi elle a un souci majeur, c'est que ici on est sur du matériel non professionnel, c'est-à-dire on a dedans une carte mère qui n'est pas une carte mère de serveur, avec du matériel dessus embarqué, comme la carte réseau Realtek, des choses comme ça, qui ne sont pas du matériel serveur. Et là où ça marche plutôt bien, ou assez bien avec Proxmox,
les solutions comme VMware, mais il y en a d'autres, hein. Vous avez la solution Microsoft qui nécessite une licence payante, ou la solution IBM qui elle aussi nécessite une licence payante. C'est des solutions qui s'attendent à avoir du matériel professionnel dedans, et là, vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc si on part sur de la virtualisation, comme c'est mon objectif à moi je vous conseille de partir sur Proxmox, vous aurez beaucoup moins de soucis, parce qu'on est sur une Debian 64 bits, et le matériel est beaucoup mieux supporté. En fait, c'est plus accessible pour du matériel un peu exotique, ou éventuellement du matériel de récupération, là où de temps en temps VMware vous aurez des soucis. Une aparté technique avant de rentrer dans les détails d'installation de Proxmox. Qu'est-ce que c'est techniquement que Proxmox et donc à quoi ça va vous servir? Proxmox est un hyperviseur de type 1, donc un hyperviseur natif, aussi appelé bare metal. Un hyperviseur, c'est tout simplement une plateforme de virtualisation qui peut, par l'intermédiaire de machines virtuelles ou de conteneurs, faire tourner des systèmes d'exploitation en parallèle. Donc vous avez sur un hardware, donc du matériel unique, la capacité de faire travailler en même temps plusieurs systèmes d'exploitation. Des hyperviseurs, il y en a de deux types, les natifs, donc les types 1, et les hosted, les types 2, qui vont dépendre de la manière dont ils s'interfacent avec le matériel. L'hyperviseur, donc Proxmox, qui est de type 1, il a comme alternative, je vous en ai cité certaines, mais la plus grosse alternative que vous pourrez trouver en tant que particulier, c'est celle de VMware, donc ESXi, qui est gratuite pour les particuliers, donc, et qui est extrêmement aboutie en termes de capacité et de possibilités. Par contre, les deux sont intéressantes. Si vous êtes intéressé par la solution de VMware, elle a tout à fait son sens, mais voilà, je vous ai donné un petit peu, pour moi, des différences majeures. Les deux pourront vous satisfaire, mais en tout cas, c'est quasiment les deux seules alternatives que vous pourrez approfondir ou regarder. Les autres sont soit trop compliqués à mettre en place pour un particulier, soit sous des licences un petit peu compliquées comme Hyper-V de Microsoft, qui est hyper intéressant, mais très spécifique au monde de Microsoft. À noter, vous avez quand même une alternative qui pourrait être à creuser, qui est Linux KVM, et moi je vous conseille, c'est beaucoup plus simple de partir sur Proxmox, vous verrez que vous gagnerez du temps. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où on parle d'hyperviseur de type 1, il est primordial d'avoir un processeur qui a des instructions compatibles avec la virtualisation matérielle. Donc chez AMD, les instructions, le jeu d'instructions s'appelle AMDV, chez Intel, c'est Intel VT. Il faut aussi évidemment que ces instructions-là soient activées dans le BIOS, donc il faudra faire ces étapes-là au préalable, s'assurer que la partie virtualisation est bien activée dans votre BIOS et que votre processeur est bien équipé de ces instructions de virtualisation. Le deuxième type d'hyperviseur, c'est le type 2, le hosted. Vous les connaissez probablement si vous avez eu l'occasion de regarder quelques-unes de mes vidéos ou peut-être en les utilisant. Chez VMware, vous avez Workstation, Fusion, vous avez QEMU, vous avez VirtualPC, VirtualBox chez Oracle. Donc tout ça, ce sont des logiciels qui s'installent par exemple sous Linux, par exemple sous macOS ou sous Windows, et qui vous permettent aussi de démarrer des systèmes d'exploitation. Alors on va s'attarder sur le petit schéma qui est ici, juste pour vous expliquer exactement l'intérêt de Proxmox par rapport à un hyperviseur qui ne serait pas bare metal. Donc vous avez ici votre serveur ou votre NAS, qui est donc le matériel ici, et un hyperviseur tourne directement sur le matériel. Donc il s'interface directement avec le matériel, et il est capable en parallèle de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation. Alors qu'il y a un type 2, lui, va nécessiter que vous vous installiez au préalable un système d'exploitation, donc que ce soit Linux, macOS, Windows, peu importe, et dessus tournera l'hyperviseur, donc vous avez Hyper-V sous Windows 10 par exemple, qui, lui, pourra faire tourner des systèmes d'exploitation. L'inconvénient, c'est que vous voyez qu'il y a une indirection qui est assez forte. Un système d'exploitation, c'est assez lourd quand même si vous avez des petits systèmes d'exploitation, ça pèse. Et donc, tout ça, ça a un coût en termes de performance et en termes de ressources. Et donc, c'est pour ça qu'il est préférable, dans la mesure du possible, et quand ça a du sens, de privilégier l'hyperviseur bare metal, donc qui limitera ce surcoût en termes de performance, de ressources consommées. Maintenant, concernant la légitimité d'installer Proxmox quand on installe TrueNAS, je vous le redis, Proxmox n'aura de l'intérêt que si vous voulez exploiter cette capacité de faire tourner des systèmes d'exploitation au-dessus de l'hyperviseur et en parallèle. Parce que sinon, si vous installez TrueNAS, TrueNAS va être considéré directement comme un système d'exploitation au-dessus de votre matériel. Donc TrueNAS, vous serez dans cette situation-là. Et TrueNAS est capable de faire démarrer des conteneurs. Donc vous aurez cette capacité aussi de démarrer des petits systèmes d'exploitation directement sous TrueNAS. C'est juste que ça va dépendre de votre approche. Moi, je veux vraiment abstraire le côté matériel et me donner les capacités de changer facilement d'OS, donc de basculer de TrueNAS à autre chose. Et donc, je suis vraiment dans cette situation-là où j'ai besoin d'un hyperviseur bare metal. Mais si vous voulez juste partir sur une solution clé en main
comme le serait TrueNAS, mais que vous voulez quand même vous installer des services additionnels via des machines virtuelles, eh bien vous pourrez quand même le faire, mais vous serez dans un hyperviseur de type 2, donc plutôt dans cette approche un peu plus lourde, mais très fonctionnelle elle aussi. Pour installer Proxmox, c'est pas très compliqué, il vous faut une clé USB. Alors la clé USB, soit on va la formater pour les besoins, soit vous suivez ma vidéo sur Ventoy, Ventoy qui est une solution qui permet de mettre plusieurs images ISO sur une seule clé, ce qui vous évitera d'avoir à chaque fois à formater la clé et à remettre à écrire en fait une ISO dessus, ce qui oblige à chaque fois à repartir de zéro. Ça aussi c'est une perte de temps phénoménale. Quand on a Ventoy, je pense qu'on a tout compris sur ce sujet-là et vous verrez qu'on y gagne beaucoup de temps. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur Ventoy et ensuite ce sera très simple, il suffit d'aller chez Proxmox, vous allez dans la section téléchargement, donc Downloads, vous téléchargez Proxmox Virtual Environment, donc vous allez ici, image ISO, et vous prenez la version Proxmox 6.3, au moment où je fais cette vidéo c'est la 6.3, donc vous faites téléchargement, alors soit vous l'avez en BitTorrent, mais il faut avoir un client BitTorrent, sinon vous allez dans la version téléchargement standard ici, et Proxmox va être directement téléchargé sur votre machine. Donc vous lancez le téléchargement, et une fois le téléchargement fait, vous allez sur votre clé Ventoy, vous allez dans la section, donc moi j'ai fait une section qui s'appelle ISO, et dedans j'ai Proxmox. Il est ici, en version 6.3 ISO. Et donc voilà, vous avez juste à lâcher votre fichier Proxmox sur votre clé USB. Vous prenez la clé USB, vous le mettez dans un des ports USB de la machine. Et voilà, on est prêt à démarrer. Si la machine démarre en USB, vous n'aurez pas de soucis et on va pouvoir installer Proxmox. Donc je m'apprête à l'instant à tuer tout mon travail. J'ai passé des heures à installer Proxmox et TrueNAS. Mais c'est pas grave, je vais tout éteindre et on se retrouve dans un instant pour le boot de la machine et on repart de zéro pour l'installation complète de Proxmox. Évidemment, il va falloir que cette machine soit sous tension et opérationnelle, donc câble d'alimentation qui est relié au secteur, donc sur ici ma multiprise, sortie vidéo qui va être reliée à votre écran, puisque dans un premier temps, il va falloir se connecter sur la machine directement et voir évidemment ce qu'elle affiche. Donc c'est important d'avoir le câble vidéo branché, donc ici je suis en HDMI sur la sortie dédiée. Si vous avez une carte vidéo additionnelle, vous vous mettrez sur la carte vidéo. Il faut qu'elle soit reliée sur le réseau, cette machine, donc vous avez deux possibilités, soit le Wi-Fi, si vous avez des antennes Wi-Fi et une carte Wi-Fi, ou alors le réseau Ethernet RJ45. Moi je ne peux que vous conseiller réseau câblé Ethernet RJ45. Vous aurez des connexions de bien meilleure qualité, beaucoup plus stables, et pour un serveur de fichiers, voire un serveur, c'est quand même préférable d'être sur du réseau câblé fiable que sur du réseau Wi-Fi qui peut avoir parfois des ratés. Donc quand on veut faire quelque chose de sérieux, il faut le faire sérieusement, avec une connexion RJ45 câblée. Et enfin ici l'USB qui me permet, puisque j'ai le hub USB sur l'écran, d'avoir clavier souris, donc qui va permettre d'interagir avec la machine, au moins pour les premières étapes. Il vous faut au minimum ça, et que la machine démarre. Une fois que vous aurez donc tout connecté sur la machine, donc je répète, alimentation, clavier souris, affichage et du réseau d'une manière ou d'une autre, vous prenez donc la clé USB que vous avez créée, vous la mettez sur un des ports USB de la machine. Dessus, donc, soit vous avez mis via un logiciel quelconque du genre Balena Etcher, vous avez mis directement l'image ISO de Proxmox, soit, comme je vous le recommande, vous utilisez Ventoy, et dans ce cas-là, vous aurez l'image ISO dans un répertoire de la clé, et vous pourrez démarrer facilement dessus. Donc là, on a donc clavier, souris, écran qui sont connectés sur la machine. Je démarre la machine, et il va falloir être rapide, puisque la machine va démarrer, elle va faire un petit peu de bruit, forcément c'est son premier démarrage. Et ici, on a le logo ASRock, et moi, dans mon cas de figure, j'appuie sur F11. On voit ici l'information qui s'affiche en bas. Donc, appuyez sur F11 pour avoir le menu de boot. Donc, ce que je fais, j'appuie sur F11, mais ça, c'est dépendant de la carte mère que vous avez utilisée. Si vous suivez à la lettre mes indications, vous avez acheté la carte mère ASRock, vous aurez exactement le même menu de démarrage et donc les mêmes commandes. Mais si vous êtes sur un autre fabricant, vous aurez une autre touche du clavier à appuyer. Cette touche-ci permet d'aller directement sur le menu de démarrage, et le menu de démarrage, on va évidemment choisir la clé USB sur laquelle l'installeur de Proxmox est présent. Donc je vais sélectionner l'USB, donc ma clé USB c'est la SanDisk Extreme Pro, donc je sélectionne ça et je fais entrer. Et donc là, moi je vais avoir Ventoy qui va démarrer, mais vous, si vous avez directement mis Proxmox installé sur la clé, copié sur la clé pour l'image d'installation, vous aurez directement Proxmox qui va démarrer. Donc moi j'ai cette indirection qui est ultra pratique, vous le voyez ici, qui me permet via Ventoy d'avoir la liste en fait de toutes les ISO que je peux démarrer. Donc je peux démarrer une Ubuntu, je peux démarrer une Windows 10, j'ai TrueNAS, et puis j'ai du système rescue pour réparer les machines, et donc j'ai Proxmox.
J'espère qu'on le voit bien ici parce que mon smartphone a tendance à faire un peu de flou. Donc ici on choisit bien Proxmox, je fais entrer. Et donc là ça va charger maintenant l'image d'installation de Proxmox. Donc là on revient exactement comme si vous aviez écrit la clé USB. Donc voilà l'écran Proxmox. Alors moi je suis en 4K. J'ai pas non plus de système de capture HDMI, donc je suis obligé de faire avec les moyens du bord. Donc je vais zoomer à fond pour vous montrer qu'ici, vous avez juste besoin de choisir le menu qui s'appelle Install Proxmox VE. Donc on entre ici, Install Proxmox VE. Et Proxmox va lancer un petit noyau Linux, et ce qu'il faut pour pouvoir faire son installation. Voilà, alors on voit l'inconvénient d'avoir un écran 4K parfois, c'est que c'est très mal supporté. Donc ici en tout petit, vous avez... tout ce qui est conditions d'utilisation et licence utilisateur, donc vous la lisez évidemment. C'est de l'open source, la société Proxmox ne joue pas avec vos données personnelles, mais quoi qu'il arrive, comme n'importe quel logiciel, c'est de votre responsabilité de lire ça. Et quand vous avez fini ici, vous allez tout en bas à droite et vous dites I agree, donc j'accepte les conditions d'utilisation. Ensuite, donc à chaque fois, en haut de l'écran ici, vous avez un récapitulatif de ce que Proxmox vous demande en bas de l'écran. En bas de l'écran ici, donc moi du coup c'est assez éloigné, mais on voit qu'il me demande sur quel disque installer Proxmox. Donc vous avez ici l'ensemble des disques entre guillemets connectés sur la machine, donc j'ai les deux disques ici de 14 Tera qui sont les disques qui vont me servir à faire le NAS, donc je vais pas installer Proxmox dessus, je vais l'installer sur mon SSD, ici donc je vais choisir le SSD de 500 Go, donc le SSD qui est le SSD M2 SATA qui est dans la machine ici. Je ne l'installe pas, mais on pourrait l'installer sur une clé USB externe, comme ma clé USB qui est là, ou une autre en tout cas, mais on pourrait le faire, mais moi je vais pas le faire, je vais choisir de le mettre sur mon SSD interne. Par contre, je vais partitionner le SSD, et donc là je fais Options, et dans Options, donc je regarde le système de fichiers ext4, ça c'est sûr, il vaut mieux, mais par contre je vais limiter la taille de la partition à 100 Go. Donc je tape 100 ici, et je fais OK. Voilà, ce qui me permettra d'avoir que 100 Go alloués à Proxmox, qui est déjà beaucoup, et ça m'évitera de consommer tout le SSD juste pour Proxmox. Et quand c'est fini, on fait suivant. Nouvelle étape, on vous demande où vous vous trouvez pour la time zone et tout ça, donc vous mettez bien ce qui correspond, donc moi dans mon cas de figure, Paris-France, et puis pour le layout du clavier, donc pour la disposition des touches ici, comme je suis en AZERTY, je mets bien français. Sinon vous aurez des soucis pour taper les mots de passe et tout ça si vous choisissez pas le bon layout. Donc on fait suivant, next. Ensuite, la partie sécurisation, donc on va vous demander de taper un mot de passe fort, c'est le mot de passe d'accès à la machine, donc il faut quand même mettre quelque chose de sérieux en termes de mot de passe, unique et complexe, et ici vous mettez l'adresse mail, une vraie adresse mail, ou une adresse bidon si vous voulez, donc en point invalide comme l'exemple le montre ici, mais si vous mettez une vraie adresse mail, c'est pas du tout pour avoir de la publicité pour acheter des choses, c'est pour que le serveur vous communique quand il y a des soucis. Donc quand vous avez une machine virtuelle qui tombe ou qu'il y a un souci quelconque matériel, que vous puissiez avoir une communication. Donc ici, moi je vous conseille de mettre des vraies données. Voilà, donc j'ai saisi mon mot de passe, j'ai saisi l'adresse mail que je souhaitais renseigner. Je fais suivant. Si je me suis pas trompé dans le mot de passe dans l'adresse mail, je passe donc au panneau suivant. Vous avez toujours le résumé là-haut pour vous dire ce que ça vous demande. Et puis vous avez les informations ici. Donc là, on va vous demander sur quelle carte réseau principal Proxmox doit démarrer, et c'est là où on voit l'intérêt d'utiliser Proxmox par rapport par exemple à ESXi, c'est que la carte réseau Realtek qui est intégrée dans la carte mère est déjà reconnue, donc vous voyez ici si je veux je peux l'utiliser. Moi je vais rester sur cette carte réseau Eno 1 ici, donc j'utilise celle-ci, et puis en adresse IP par contre je vais modifier ça et je vais mettre 40, puisque je suis ici dans ma plage d'adresse IP fixe et je veux que ce serveur ait l'adresse 192.168.1.40 avec un masque /24. Et ça ici c'est l'adresse de ma gateway, donc moi c'est pour sortir sur internet en fait. Donc ça va vraiment dépendre de votre installation réseau chez vous. Dans la majorité des cas vous êtes en 192.168.0 quelque chose ou 1 quelque chose. Et puis sinon, si vous avez modifié ça, c'est que vous savez à peu près de quoi ça parle, donc vous saurez mettre quelle valeur mettre ici. Pas de DHCP, dans Proxmox, on met des adresses IP fixes, c'est quand même un logiciel sérieux, donc on s'amuse pas à mettre du DHCP sur ces types de serveurs-là. Donc on fait suivant, on vérifie une dernière fois avant de lancer l'installation que tout va bien, donc dans mon cas, tout va bien. On choisit bien ici, redémarrer automatiquement après l'installation, et en bas à droite ici, on clique bien sur installer. Et là, ça va aller très vite, en gros en 2 minutes un maximum, si vous êtes sur SSD en tout cas, Proxmox va être installé, donc vous voyez la barre de progression, elle est ici.
Voilà, on voit qu'on est déjà à moitié, donc ça va extrêmement vite puisque j'installe d'un SSD sur un SSD, donc c'est très très rapide. Alors Proxmox, hein, c'est une distribution qui est basée sur du Debian, Debian 64 bits, donc du coup c'est assez facile à mettre à jour, à dépanner, etc. C'est assez standard, on va dire, en termes d'architecture et de logiciel. Donc c'est pour ça aussi que je peux vous conseiller Proxmox. Il est open source, il a une bonne communauté, et c'est du Debian, donc c'est quand même assez répandu. On a quasiment fini l'installation de Proxmox. On voit ici les dernières étapes, configuration, et puis ensuite on aura la préparation au redémarrage. Donc le système va devenir amorçable. Donc là ça va redémarrer tout seul, et vous allez voir dans un instant, la machine va redémarrer, et l'écran aussi, vous allez voir que ça va changer. On va avoir juste le terminal, et on sera prêt à utiliser Proxmox. Voilà, donc là on panique pas, la machine s'arrête, elle va redémarrer, et ensuite Proxmox devrait être disponible. Donc là elle redémarre, vous allez voir rapidement le logo ASRock, si on a même le temps de le voir parce qu'elle démarre très rapidement cette machine. Donc même pas, donc là vous avez Grub, c'est le système d'amorçage de cette distribution-là de Linux. On voit qu'il a choisi par défaut Proxmox dans son installation standard. Vous avez aussi des démarrages en mode récupération, si jamais vous avez des soucis. Donc là on touche à rien, et là on est sur un terminal, et on ne touche à rien non plus. La seule chose qu'on vérifie, c'est qu'ici, vous voyez que Proxmox vous indique sur quelle adresse aller chercher Proxmox. Et ici c'est fini. On est dans une étape maintenant où on va pouvoir démonter, enfin enlever la clé USB, on n'en a plus besoin. Et à l'arrière de la machine, on va garder uniquement le câble d'alimentation et la connexion réseau. Le reste, le câble vidéo et clavier souris, donc en USB pour mon cas de figure, je les enlève, je n'en ai plus besoin. La machine n'a plus besoin que de ça pour être fonctionnelle. On va pouvoir s'y connecter à distance. La machine est fonctionnelle, maintenant on n'y a plus un accès physique avec le clavier et la souris. J'ai branché clavier souris sur ma machine, mon PC fixe. Et on va dans un navigateur, et on a juste à saisir 192.168.1.80.06, on fait entrer, et si tout va bien, ici, vous allez avoir accès à votre machine. Alors il y a juste un petit truc à faire, on fait ici paramètres avancés, et on fait continuer vers le site. Il n'y a pas de danger, c'est juste que le certificat est auto-signé, et donc vos navigateurs par défaut vont vous mettre en garde, puisque c'est un peu dangereux un certificat auto-signé, mais ici comme on est dans le domicile, il n'y a vraiment pas de risque, on sait que c'est cette machine-là, il n'y a pas de danger particulier. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, et on voit qu'on a accès à Proxmox. Et maintenant qu'on est sur un navigateur web, je vais lancer mon enregistrement, et l'image va pouvoir être enfin de très bonne qualité. Voilà, donc je passe le navigateur en plein écran. Ici je vais faire la version, on va dire facile entre guillemets de Proxmox, et vous voyez qu'il y a déjà quelques étapes à faire. Mais si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, je pourrais refaire une vidéo plus détaillée sur Proxmox. Ici c'est vraiment les bases, l'installation minimaliste on va dire, en tout cas les étapes minimales pour être opérationnel avec Proxmox. Donc on arrive directement sur l'interface de Proxmox. Elle est en français ici. Vous pouvez changer la langue si c'était pas le cas. Hein. Vous changez la langue ici, donc vous cliquez sur langue et vous choisissez français. Alors de préférence, restez en anglais. Moi je vous le mets en français pour que ce soit compréhensible, mais que ce soit Proxmox, TrueNAS ou d'autres solutions, le problème de les passer en français, c'est que vous allez vous éloigner des termes métiers, et à partir du moment où vous allez chercher de l'aide sur internet et autres, vous risquez d'en trouver difficilement, puisqu'il y aura que les communautés françaises qui parlent français, et encore faut que ce soit le même français, parce que c'est pas forcément traduit pareil en québécois par exemple, donc vous trouverez pas forcément autant d'aide. Donc dans la mesure du possible, si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, restez en anglais. Moi je vous le passe en français pour que ce soit accessible à tout le monde, mais c'est pas forcément la bonne idée. Donc ici on garde l'utilisateur donc root, qui est l'utilisateur principal on va dire d'une installation d'une distribution Linux, et le mot de passe que vous avez tapé tout à l'heure. Ensuite on fait login, et la première chose qui nous accueille sur Proxmox, et on pourrait l'enlever mais c'est un petit peu tordu à faire et donc on ne l'abordera pas dans cette vidéo, c'est le rappel de Proxmox pour vous dire que vous n'avez pas de souscription à Proxmox. Parce qu'il faut penser que même si Proxmox est une solution open source, gratuite, derrière il y a quand même Proxmox, la société Proxmox, qui veut faire des bénéfices dans tout ça. Donc je vous montre ici, ça coûte 90 € la souscription communauté, 90 € par CPU et par an. Et donc c'est à vous de voir si vous voulez payer ça, sachant que vous n'avez pas grand chose de plus, à part quand même des facilités pour la mise à jour, un support communautaire,
et puis l'accès au dépôt de la version entreprise. Voilà, à vous de voir si ça vaut le coup. Moi je pense que ça vaut pas le coup, en tout cas pour démarrer, pour se lancer dans ce type d'aventure, ça vaut pas le coup, mais si vraiment par la suite vous avez les besoins, vous savez combien ça coûte et vous savez ce que ça implique. Mais il n'y a absolument pas besoin de mettre la main au porte-monnaie pour Proxmox, donc on peut oublier cette partie-là. Alors, Proxmox, le principe, c'est que vous avez la notion de data center, qui est en gros la configuration globale de Proxmox. Ici, dans notre cas de figure, on est un simple petit particulier avec un petit serveur, donc on aura dessous un seul nœud, qui est le nœud, qui est la machine en fait que je vous ai montré, la machine ITX. Donc ici, c'est la machine PVE. Dedans, donc vous voyez tout le descriptif de la machine, dont le résumé, donc vous voyez qu'elle est reconnue correctement. Donc c'est mon Pentium Gold que j'ai monté en 4 Go avec un noyau Linux, le 5473, et il est actuellement de base, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a les 16 Go de reconnu. Le disque dur ici, qui est le disque dur, enfin ce qui lui reste en espace route, mais c'est la partie 100 Go que je lui ai alloué, et c'est tout. Il y a que ça, et on n'a pas plus que ça. Alors évidemment, on peut faire tout de suite des choses comme aller voir le réseau. Donc ici, vous voyez que la carte réseau a été configurée ici, mais si vous souhaitez, vous pouvez reconfigurer votre réseau. Vous pouvez changer l'adresse, vous pouvez changer la passerelle, c'est dans la partie réseau ici que vous pourrez faire le nécessaire. Vous pouvez aussi mettre des certificats, ici donc je vous l'ai dit on est en certificat auto-signé, mais si nécessaire vous pouvez télécharger un vrai certificat, ce qui vous permettra de ne plus avoir les erreurs quand vous vous connectez à Proxmox depuis un nouveau navigateur. Le premier truc qu'on voudrait faire, en tout cas que moi je voudrais faire, c'est faire une mise à jour. Mais si je fais ici rafraîchir, donc à part ici l'information que je n'ai pas accès, enfin que je n'ai pas une licence, vous allez voir que ça finit en erreur. Donc la première étape qu'il va falloir aborder, c'est de résoudre ce problème-là, c'est-à-dire d'enlever cette erreur-ci, pour derrière pouvoir faire des mises à jour. Parce que même si ici on a les mises à jour, c'est pas super sympa d'avoir tout le temps les erreurs de mise à jour. Alors ça va me permettre de vous montrer quelque chose, c'est-à-dire que il n'y a même pas besoin de client SSH pour se connecter à votre machine. Vous pouvez directement demander un accès shell et vous voyez que je suis logué sur la machine, comme si j'avais fait comme si j'avais un client SSH et je m'étais logué en SSH. Ici, j'ai juste besoin de le faire comme ça facilement et rapidement depuis n'importe quel navigateur web. Pour ne plus avoir le souci, c'est très simple. Vous allez directement dans etc/apt source list d. Donc là, c'est l'endroit où il va y avoir tous les dépôts alternatifs, enfin additionnels de la distribution. On fait avec ls, on regarde, et vous voyez que vous avez la liste spécifique entreprise. Et moi, je compte pas prendre la licence entreprise, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mv, donc je déplace le fichier, et ce fichier-là, je le déplace en, par exemple, .back, ce qui fait que quand je vais lister ici la liste des sources alternatives, je n'ai plus PVE entreprise. Ce qui fait qu'ensuite, quand je fais mise à jour et rafraîchir ici, donc j'ai toujours cette boîte de dialogue ennuyeuse, mais on l'a pas si souvent que ça. Vous voyez maintenant qu'il n'y a plus du tout de soucis, on a task OK. Donc comme ça, vous pouvez l'enlever ou le remettre à volonté en fonction de vos besoins. Quoi qu'il arrive, on aurait pu appliquer les mises à jour dès le départ, mais moi je voulais juste vous montrer comment on enlève cette erreur-là. Donc on voit qu'il y a pas mal de mises à jour à faire, donc je vais appliquer les mises à jour. C'est un système Debian, c'est de l'APT en fait. Donc c'est très facile à mettre à jour, et vous voyez ici que j'ai juste... Donc là en fait il m'ouvre un shell, hein. Il envoie un apt-get dist upgrade, donc si vous suivez mes vidéos Linux, en particulier Raspberry Pi, vous êtes un peu au courant de tout ça. Et donc maintenant je vais le laisser faire, donc je vais laisser jouer ces scripts, faire ces mises à jour, et on se retrouve dès que c'est fini. Voilà, les mises à jour sont déjà faites, ici je quitte, j'ai plus qu'à... Alors, je vais même quitter comme ça. J'ai plus qu'à rafraîchir la liste pour vérifier. C'est très possible que j'ai à nouveau des mises à jour à faire. Des fois ça s'enchaîne, donc je vais vérifier ça graphiquement. Ici c'est bon. Donc maintenant on est à jour. Donc on est sur une version de Proxmox à jour avec tous les dépôts à jour. Alors les mises à jour, c'est bien de les programmer ou de les planifier parce qu'il y a quand même des mises à jour de sécurité dans le lot, et donc ça peut être intéressant quand même d'être à jour un minimum. Voilà, donc là on a Proxmox qui est opérationnel, et l'étape d'après, ça va être d'installer, comme vous l'avez deviné, TrueNAS sur cette machine Proxmox. Alors pour préparer l'installation de TrueNAS, il va falloir préparer les disques. Donc cette machine va devoir accueillir des disques. Donc tout ça on va le mettre en place de manière à ce que quand on arrive dans TrueNAS, on ait tout qui soit en place.
Alors au niveau de Proxmox, on va pas aller dans toutes les sections, mais je vous le redis, les sections qui sont importantes, c'est Shell, vous allez voir, on va y aller. Dans la partie système, donc vous avez des réglages, dont la partie réseau et tout ça, mais pour le moment, on va pas aller voir dedans. Mise à jour, je vous ai montré, maintenant c'est opérationnel, on est à jour, et la partie disque. Ces disques durs là, ils vont pas être utilisables tels quels dans une machine virtuelle Proxmox, parce que le but, chez Proxmox, pour derrière pouvoir vous installer TrueNAS dans une machine virtuelle. Donc on va, dans une future vidéo, créer la machine virtuelle TrueNAS, mais pour créer cette machine virtuelle-là, il faudra lui donner accès à des disques. Et les disques physiques, sauf avec des bidouilles particulières que je vais pas montrer ici parce que c'est un petit peu moins fiable que de le faire de la manière normale, mais vous pouvez faire suivre matériellement le disque à votre machine virtuelle. La machine ne verra pas vos disques, et donc vous allez devoir dans Proxmox faire le nécessaire pour faire suivre les disques via des volumes à vos machines virtuelles. Donc c'est une étape supplémentaire évidemment, mais elle est nécessaire pour pouvoir derrière y installer votre NAS. On va maintenant créer les stockages nécessaires par rapport aux disques physiques qu'on a pour pouvoir les assigner ensuite aux machines virtuelles. Alors dans TrueNAS Core, c'est à la fois simple et compliqué. C'est des petites étapes assez faciles à exécuter, mais il y en a beaucoup. Et c'est pas destiné au grand public, donc les petites étapes en elles-mêmes, je vais pas les détailler pour vous expliquer exactement à quoi elles servent, mais je vais vous donner en tout cas les billes pour pouvoir bien comprendre ce qu'il faut faire. Alors pour pouvoir commencer, on va dans la section disque ici, donc dès la racine en fait de la section disque, et vous allez bien mémoriser ce que vous voyez ici. Donc on a sur la machine, pour rappel, la machine, le NAS que j'ai créé, on a 3 disques, un SSD, le SSD est sous la section dev SDA. Vous avez 2 disques mécaniques, donc les Western Digital Red Pro 14 Tera, un qui est dev SDB, l'autre qui est dev SDC. Dans cette section-ci, vous voyez les numéros de série des disques durs. Si vous sélectionnez un disque, vous pouvez aussi vérifier le smart des disques, donc voir s'il n'y a pas des problèmes de fiabilité sur le disque, donc des erreurs d'écriture, des choses comme ça. Et vous pouvez en même temps voir la fatigue des SSD. Donc les SSD ont des puces mémoire qui vont petit à petit s'user et être consommés, et donc c'est là où vous pourrez voir si votre ou vos SSD sont en bon état. Donc vous retenez bien ça, on a ici ces 3 disques qui sont là. Ensuite tout va se passer dans le shell. Dans le shell on va utiliser la commande fdisk. Alors la commande fdisk, si vous savez pas comment elle marche, vous faites soit help, soit vous allez chercher en ligne, vous trouverez des informations en ligne. Nous on va commencer avec un disque mécanique puisque c'est assez simple à partitionner. Le disque mécanique, donc vous vous rappelez, c'est dev SDB. Donc on fait fdisk /dev/sdb. Vous avez le M pour LED, c'est assez facile, vous avez 3 commandes, P print qui est la liste des partitions, N pour ajouter, malheureusement c'est new, mais c'est pour ajouter, ça devrait s'appeler A, et puis D, delete, c'est-à-dire supprimer. Nous on va ajouter, donc on va faire new, et on va rien toucher, donc on va mettre partition 1, taille de secteur, enfin premier secteur par défaut, taille par défaut. Et quand on a fini, donc on voit qu'il nous a créé une partition 1 de 12 Tera, on fait write, donc W, parce que pour le moment rien n'a été écrit sur le disque, donc on rend cette modification persistante, donc là il y a une partition qui va exister. À tout moment, si vous voulez vérifier l'état de votre disque, eh bien vous allez, enfin l'état des partitions de votre disque, vous faites la même commande, donc fdisk. Donc là on retourne sur dev SDB, vous faites P, donc print, et là vous voyez qu'on a la partition qui a été créée. Vous faites Q pour quitter si vous avez besoin. Voilà, on fait ça pour les autres disques, donc sur dev SDC, donc mon deuxième disque mécanique, eh bien on fait la même chose, donc N, on laisse tout par défaut, W pour persister, on fait enregistrer, et on va sur le SSD. Et le SSD, je vous montre la commande print parce qu'il est un petit peu différent. Faites attention, le SSD, étant donné qu'il est déjà utilisé par l'OS Proxmox, il y a déjà des partitions. Donc en gros, il y a la partition de boot, la partition d'amorçage EFI et le système d'exploitation Proxmox qui fait 100 Go. Si vous vous rappelez, j'ai attribué 100 Go à Proxmox, c'est la partition Proxmox. Donc vous avez déjà 3 partitions. Donc quand on fait new ici, alors on pourrait partitionner beaucoup plus précisément que ça, on va faire très simple, je crée qu'une seule partition, mais c'est la partition 4, vous voyez que par défaut il me propose 4, et toujours je laisse tout par défaut, et je fais W. Et donc si on retourne dedans, vous verrez qu'on a maintenant 4 partitions, dont la nouvelle partition qui prend toute la taille restante du SSD, donc 365 Go. Donc ça c'est la première étape, donc je vais nettoyer mon terminal, et on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape c'est de créer des physical volumes, PV, physical volume.
Donc là, c'est des volumes physiques associés à vos partitions de disques qui existent matériellement. PV, vous avez PV create, PV remove et PV list, par exemple, je crois. Donc nous, on va faire du PV create, puisqu'on veut créer un physical volume. Et là, c'est très facile, vous faites dev, et puis on va commencer par le premier disque mécanique. Donc là, vous prenez la partition. Donc c'est dev sdb1, puisqu'on a créé la partition 1 sur le disque dev sdb. Donc dev sdb1. Vous faites la même chose avec C, donc dev sdc. Donc toujours, hein, si vous vous rappelez pas, vous refaites fdisk sur dev, on va prendre le dernier qu'on a fait, donc là on va attaquer SDA, donc on va le faire sur SDA. Vous faites print, et puis vous voyez ici les devices, donc dev SDA3, dev SDA4, etc. Donc nous on va vouloir créer dev SDA4, c'est celui qui va nous intéresser pour le SSD. Donc on fait le physical volume dev SDA4, tout simplement. Et je le crée. Donc là, on a maintenant 3 physical volumes qui ont été créés. Donc à nouveau, je nettoie mon terminal, et maintenant, on va créer les volume groups, donc VG. Donc comme les physical volumes, vous avez VG create, VG remove, VG list. Donc on va faire VG create, et là, il va falloir donner le nom et le physical volume, le nom du physical volume. Donc, on va commencer par les disques mécaniques. Moi, j'ai l'habitude d'appeler ça big, donc je vais appeler ça big 1 pour le premier disque mécanique, et on prend dev sdb1. Donc le nom du physical volume, qui est en fait le nom du device, donc la partition que j'ai créée. Comme ça, c'est plus simple à mémoriser. On va créer big 2. Donc si vous avez retenu, big 2, c'est dev sdc1. Et puis ensuite, moi je vais créer un volume group, donc vg create, pour le SSD. Alors le SSD, je les appelle fast, pour me rappeler. On pourrait les appeler SSD ou peu importe. Après ça, vous choisissez la convention de nommage qui vous va. Moi j'essaie d'avoir un truc dont je me rappelle. Donc comme je peux avoir plusieurs SSD sur ma machine, là en l'occurrence pour le moment j'en ai qu'un seul, mais je compte en mettre un autre, donc j'ai fast 1, et on va mettre dev et SDA4, si vous vous rappelez bien. Voilà, donc là maintenant j'ai les volumes groupes qui sont créés, et là on va pouvoir retourner dans l'interface graphique. Donc dans la section disque LVM, vous allez voir ici maintenant qu'on voit bien les volumes groupes apparaître. Mais ces volumes groupes ne sont toujours pas associés au nœud. Vous voyez qu'ici on a toujours que 2 stockages, local LVM et local, ce qui va poser problème. Donc je vous montre tout de suite quand on crée une machine virtuelle. Donc je le fais très vite, mais on reviendra par la suite comment ça se passe. Vous voyez que si par exemple je veux choisir stockage, j'ai pas la possibilité ici de choisir autre chose. Et pareil, quand je vais vouloir assigner un disque, je ne pourrai pas assigner autre chose que local LVM. Donc il reste une dernière étape. Et donc la dernière étape, elle se trouve dans le data center, dans la section stockage. Donc c'est ici qu'on va pouvoir créer de nouveaux stockages qu'on voit ici sous le nœud. Donc on fait ajouter, dans notre cas de figure, on va faire LVM. Il y a plein d'options possibles en fonction si c'est des stockages réseau, vous le voyez ici, réseau, ou des stockages locaux. Et avec le type de redondance, etc. qu'on pourrait avoir sous Proxmox. Ici, on fait au plus simple, donc on fait LVM. On choisit le volume group. En fait, on va créer un LVM par volume group. Donc fast 1, on va créer. Donc moi, je prends exactement le même nom. Comme ça, on a facile. On n'utilise pas de backup, etc. Donc on fait juste ça. Et normalement, vous allez le voir apparaître ici. Voilà, donc il va calculer son état. Et puis ensuite, ce sera bon. Donc on fait la même chose pour les deux autres. Donc on prend big 1. Ici, et on l'ajoute ici, et on va faire big 2, hop, et on le sélectionne ici, voilà. Et donc maintenant, on a bien nos différents stockages qui sont là, donc il faut juste laisser le temps à Proxmox de calculer l'état de ces stockages. Et à partir de ce point, les stockages sont maintenant accessibles pour les machines virtuelles. Alors ne suivez pas cette partie-ci de la vidéo comme un tutoriel, on reviendra dessus quand arrivera le moment d'installer chaque OS, je vous expliquerai à peu près ce que je fais. Ici on va très vite, donc on a l'ID de la VM qui est la première que je crée ici, enfin la première, puisque les autres je les ai détruites, donc c'est la première. On a TrueNASCOR qui est le nom de l'OS. Ici normalement je suis censé mettre l'image ISO de TrueNASCOR, mais je ne vais pas le faire, on reverra dans le tuto d'installation de TrueNASCOR comment on s'y prend avec l'OS invité et tout ça. Au niveau du système, je ne touche à rien, donc j'utilise l'émulation par défaut. Disque dur, ici, vous voyez qu'on a maintenant accès aux 3 stockages, en fait, de la machine. Donc ici, je vais prendre Fast 1, qui est mon SSD, et je vais allouer 16 Go pour l'OS de TrueNASCOR. Au niveau du CPU, ici, vous voyez qu'on peut gérer le nombre de sockets, le nombre de cœurs, donc je peux mettre 4 cœurs, donc ce qui fait 4 CPU virtuels. On peut activer les flags spécifiques si jamais l'OS en avait besoin. Au niveau de la mémoire, pareil, je peux allouer de la mémoire, donc là je vais lui mettre
15 Go, je vais laisser un petit peu de mémoire dispo pour Proxmox. Et au niveau du réseau, bah, on peut lui assigner, donc soit faire un bridge sur une carte réseau existante, soit aller lui assigner directement une des cartes réseau que j'ai déjà, ce qui permettra d'avoir des solutions plus souples, de dédier par exemple une carte réseau pour la partie NAS, ou de faire de l'agrégation de liens si c'est ce qu'on veut. Voilà, donc là je fais suivant, je fais terminer. TrueNAS, enfin en tout cas Proxmox va créer la machine virtuelle de TrueNAS, donc ça prend quelques secondes. La machine est ici, on peut évidemment faire démarrer automatiquement les machines virtuelles si on le souhaite. Ici elle n'est pas configurée, donc elle n'a pas démarré par défaut. On peut la démarrer, on peut voir le... Bah, si je vous la démarre, d'ailleurs elle va pas démarrer, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici je la démarre. On peut avoir directement via la console un accès à ce qu'elle affiche cette machine, donc on voit ici graphiquement qu'elle est en train d'essayer de démarrer, je peux l'arrêter, donc ça se fait très facilement. Je peux aussi modifier son matériel, ici vous voyez que par défaut elle a que, alors où est le stockage, ici le disque dur Fast 1, et puis on peut lui ajouter des disques durs additionnels, donc ici je peux choisir Big 1, soit je lui mets les 12 Tera qui sont disponibles, soit on peut évidemment faire des volumes plus petits si vous voulez réutiliser le disque dur à d'autres choses. Faites attention quand on fait un NAS quand même, on bidouille pas trop ces trucs là, on verra ça dans la partie TrueNAS. L'idée c'est quand même d'avoir des trucs fiables, mais moi ici je suis sur une machine de test pour vous faire des exemples, donc je peux me permettre de faire des choses qu'on ne fait pas forcément dans la vraie vie quand on se fait un NAS. En tout cas vous voyez qu'ici je peux m'assigner des disques, et j'ai juste à faire ça pour Big 1 et Big 2, et la machine sera prête. Voilà, donc les disques durs sont là, vous voyez les deux disques de 12 Tera, le petit disque de 16 Go pour l'OS, et à partir de ce point précis, on va pouvoir rejoindre les petits copains qui n'ont pas souhaité faire l'expérimentation avec Proxmox, puisqu'ici, cette machine virtuelle, elle est en gros similaire à ma machine physique. Vous voyez qu'en termes de mémoire, en termes de processeur, en termes de disque, elle est tout à fait standard à ce que j'ai matériellement. Par contre, c'est une machine virtuelle, avec les capacités d'une machine virtuelle, donc je peux faire des choses très intéressantes que je ne pourrais pas faire si j'étais en dur, comme ça, directement sur le matériel. Au passage donc, j'en profite pour vous préciser au niveau des stockages, vous voyez que maintenant, étant donné que j'ai consommé de l'espace sur le stockage, on voit l'utilisation du stockage ici, donc avec son utilisation dans le temps. On peut faire des choses comme vérifier les volumes et tout ça, donc là, on va pas aller dans le détail là-dedans, mais je vous montre juste, voilà, on voit les deux disques, enfin les deux stockages Big 1, Big 2, et on voit le SSD avec l'espace disponible que j'ai encore dessus, évidemment. L'autre petit truc qui manquera aussi quand on attaquera TrueNAS, c'est qu'il y a la capacité, comme je fais à l'instant, d'aller sur le disque Fast 1 et de créer un disque en émulation SSD, et lui, ce sera tout simplement le cache pour mes stockages. Donc du coup, comme ça, j'aurai mon cache SSD, je peux le mettre 228 Go ou plus gros puisque j'ai encore de la place, et donc vous voyez qu'au fur et à mesure, ici on a le suivi du stockage, et donc on voit la taille qui reste sur le stockage et l'évolution de la taille en fonction de ce que vous avez comme matériel. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette première machine virtuelle qui a été créée très rapidement vous aura donné des idées sur ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, et à quoi sert Proxmox. Voilà ce qui conclut l'installation et la configuration de Proxmox. On est maintenant prêt à installer la première machine virtuelle, et la première machine virtuelle, je vous l'ai pas caché, ce sera TrueNAS Core, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, j'ai mis mon NAS ici, puisque maintenant ça va être sa place définitive. Le NAS est fonctionnel, vous voyez qu'il est sous tension, et je lui ai fait un câble réseau sur mesure. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les câbles réseau sur mesure si vous voulez en savoir plus. Et puis j'ai l'alimentation, et comme je vous l'ai dit, c'est tout. Et voilà, il va tourner ici, et il va être très très bien. Et donc on se retrouve très prochainement donc pour la vidéo qui concernera TrueNAS Core, et puis probablement aussi notre vidéo sur Proxmox. Et puis évidemment, j'essaierai de vous faire un petit peu de contenu sur d'autres OS de NAS. Alors on va s'orienter, on va se focaliser essentiellement sur les NAS et pas les serveurs, puisqu'on pourrait aussi parler d'installer des OS serveurs dessus pour faire d'autres choses. Mais moi, c'est pas mon centre d'intérêt principal, même si ça peut être super intéressant de faire de l'hébergement web, de la base de données, des trucs comme ça. C'est pas là-dessus qu'on va partir dans les prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, vous avez une petite idée de ce qui vous attend. Et puis je vous dis à bientôt donc pour de prochaines vidéos. Au revoir.